Alors, c'est parfait. Bonjour Laurent, Bonjour Floriane et bonjour à ceux qui nous écoutent comment vas-tu? Alors aujourd'hui ou jusque-là, plus justement, tard. j'étais en train de regarder les personnes qui sont en train de se connecter, 9. Je ne sais pas si c'est avec nous ou pas. Dans tous les cas, on commence à avoir un petit nombre qui se connecte. Merci Très pour bien. votre présence. Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Est-ce que vous nous entendez? Je vois Pierre-Alexis qui nous dit bonjour à tous, donc j'imagine que vous nous entendez fort et clair. C'est formidable, tu vois, Laurent. Tout à l'heure, on avait des problèmes de son et là, ça a l'air très bien. Bon, il n'y a jamais de problème de son. Ah, je vois Eric aussi. Bonjour, monsieur Debez. Alors, Laurent, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? On est là pour se poser des questions, il me semble. Des questions, tu as raison Enfin, Floriane. nous, on va plutôt te poser des questions parce que le but, c'est que toi, tu y répondes, hein. J'adorerais, À moins que tu j'adorerais aies qu'on me des pose des questions. questions. J'adorerais qu'on me pose des questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. C'est vrai? Mais oui, ça, ce On serait va... stimulant. Ça peut être stimulant. Après, il faut quand même rester dans le thème de l'actualité juridique de l'IOBSP en 2022. C'est Néanmoins, tu es vrai, tu as d'accord raison, avec tu as moi quand raison. je te dis que c'est un thème large et qu'on devrait bien trouver des sujets pour, euh, pour échanger. Oui, on parle du marché du courtage en crédit, on parle du marché de l'intermédiation bancaire et en crédit, et ce sont des marchés qui bougent beaucoup. Ce n'est pas à ceux qui nous écoutent qu'on a besoin de le dire. Donc, dans ces marchés qui bougent beaucoup, il y a certainement des questions, des interrogations, des consternations, des indignations, et on est heureux de les partager ou d'y répondre ou de les éclairer si c'est possible, avec plaisir. Bon, justement, pour vous expliquer un petit peu comment ce webinaire va se passer, alors il va se passer un petit peu comme tous les webinaires, je dirais. Néanmoins, le but, c'est que vous puissiez poser des questions à Laurent. Alors, pour poser vos questions, vous avez un petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un onglet, je ne pense pas, mais vous avez un petit chat que vous avez déjà trouvé pour certains dans l'onglet discuter. Donc là, il suffit simplement que vous puissiez prendre vos petits doigts et puis noter vos questions et moi, je les poserai à Laurent. Ou alors, vous avez un QR aussi où vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, dans le but, en fait, c'est que vous puissiez échanger librement. Laurent et moi avons préparé une petite présentation, mais si d'ores et déjà vous avez des questions qui vous turlupinent, alors j'ai que ce mot-là qui me vient, je suis désolée, mais si vous avez des questions en fait que vous aimeriez poser à Laurent, n'hésitez pas à d'ores et déjà commencer à les noter. En sachant qu'en fait, on sait en tant que juriste, toi comme moi, que les normes, qu'elles soient des normes légales, qu'elles soient des normes réglementaires, contractuelles, nous, on a tendance à les exploiter, à vouloir les lire, à vouloir les comprendre. Mais c'est vrai que parfois, sur le plan opérationnel, on se demande, OK, très bien, maintenant, j'en fais quoi? Et ça concerne l'IOBSP comme l'IAS. Donc, justement, le but de ce webinaire, c'est de vous éclairer au maximum sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir. N'hésitez pas. Laurent est là pour ça. Ça On aurait va pu faire être de un notre bon mieux. créneau. Floriane a raison. C'est quelque chose qu'on a à l'esprit beaucoup. On a vraiment à l'esprit de vous dire ou de vous suggérer ou d'essayer d'imaginer comment les choses peuvent se faire en pratique. Et Floriane a raison de souligner ce gouffre qui existe souvent entre la théorie, la norme, telle qu'on peut la comprendre, et puis comment je la mets en pratique. Et surtout, comment je la mets en pratique de façon efficace et fluide. Parce que très légitimement, personne n'a envie de passer ses journées à dérouler le code monétaire et financier. Et c'est une préoccupation que nous partageons. Je pense que pour rebondir en plus, c'est une préoccupation que nous partageons et qui est souvent opposée en fait avec la relation commerciale. Ce qu'on me dit, je ne sais pas si c'est des choses que tu peux entendre aussi de ton côté, Laurent. On peut me dire, oui, mais en même temps, si je fais tout ça, est-ce que ça ne va pas nuire à ma relation avec le client quand je l'ai en face à face, en lui faisant signer tout ça? Est-ce que le client ne va pas avoir peur? Il y a toutes ces interrogations aussi qui sont posées. Ça me prend du temps, je ne sais pas vraiment comment faire, etc. Deux choses, hein, il faut se parler franchement. La première chose, c'est que c'est évident que s'il n'y avait pas de normes juridiques, la relation commerciale serait plus fluide. Personne ne peut nier que la norme juridique est un frein à la relation commerciale. Elle n'est pas là pour fluidifier la relation commerciale. Donc, ce serait stupide de dire mais si, on peut faire comme si, on peut s'accommoder. Non, non, ce n'est pas vrai. Là, il faut parler franchement, et parler franchement, c'est dire que la norme est forcément polluante pour la relation commerciale. Il faut dire aussi que parmi les multiples choix qu'on peut imaginer pour mettre en œuvre la norme, bah, il y en a qui sont très, très, très antinomiques de la relation commerciale, qui vont lui nuire profondément, et d'autres qui sont très acceptables. Ce n'est pas binaire la mise en œuvre d'une norme. Ce n'est pas je détruis la relation commerciale ou
je sauve la relation commerciale parce que je n'applique pas la norme. Non, c'est trouver dans un boulevard les possibilités qui vont me permettre, dans mon organisation en plus, parce qu'il y a cette dimension-là. Moi, je suis toujours surpris quand je discute avec des intermédiaires d'assurance ou des intermédiaires de crédit, des courtiers, de voir que c'est le même métier, c'est les mêmes normes, mais les gens ne pratiquent pas de la même manière, ont des façons de faire différentes. Et il faut aussi respecter ça. Il n'y a pas deux schémas commerciaux, deux façons de faire commerciales qui sont identiques. Bref, moi, je suis extrêmement sensible pour des raisons personnelles que je ne vais pas développer ici, mais qui sont liées à mon histoire professionnelle. Je suis extrêmement sensible au fait que le droit, la conformité, ne doit pas être conçu pour flinguer l'activité commerciale. Moi, ça ne m'intéresse pas de chercher des idées ou de répondre à des questions à des intermédiaires ou pour des intermédiaires en leur expliquant comment se tirer des balles dans le pied et comment flinguer leur activité. Donc ça, c'est extrêmement important tout le temps d'être guidé par l'idée que les normes juridiques doivent être digestes et doivent s'intégrer. Et je répète, il y a toujours plusieurs solutions possibles. On n'est pas obligé de choisir celle qui détruit la relation commerciale. Il ne faut pas faire du juridisme de façon excessive, mais de l'autre côté, il faut aussi intégrer que l'activité commerciale doit être tempérée par l'application des normes. Je pense qu'il faut qu'elles soient utilisées à bon escient et de la bonne façon pour justement venir s'inscrire dans l'activité commerciale sans trop la perturber. Mais comme le dit Géraud, je pense aussi en la sécurisant, c'est-à-dire que le respect de la norme juridique revêt un aspect qui va sécuriser quand même le courtier ou le mandataire, enfin dans tous les cas le professionnel, alors qu'à la base, quand même, le but avoué de ces normes, c'est la protection de la clientèle. La question de Géraud Cambournac, qui est une figure éminente de la profession et actif dans une association professionnelle qui est la FIB, souligne un point qui est un point que je souhaitais vraiment mettre de façon centrale dans notre échange d'aujourd'hui, Floriane, qui est le suivant. Géraud souligne avec raison que la norme est là aussi, on va dire aussi, pour protéger l'intermédiaire, puisque la norme est faite pour protéger le client et qu'on va sanctionner l'intermédiaire qui ne protège pas le client. Et donc, d'une certaine façon, si on voulait céder à la facilité, on pourrait dire que la norme, c'est le mode d'emploi pour le professionnel, pour le courtier en crédit, par exemple, pour avoir la paix. J'applique la norme, je protège le client, ma sécurité juridique est assurée. C'est d'ailleurs pour ça que dans une publication récente, dans une éminente revue juridique, où pour la première fois, j'y ai été très sensible, on a eu un espace pour parler du droit du courtage en crédit, et j'ai souligné que ça pouvait être un problème quand les juges appliquent mal le code monétaire et financier ou le code de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'on a des professionnels qui s'efforcent de mettre en place le code monétaire et financier et le code de la consommation pour leur sécurité juridique et celle des clients. Et si on a derrière des juges qui interprètent autrement, ça crée justement une insécurité juridique qui est difficilement acceptable. Et en soulevant cette difficulté, en attirant l'attention, évidemment, des juges et des juristes, pas des IOBSP, parce qu'ils connaissent le sujet, j'espère qu'on contribuera à l'éclairer très utilement. Mais donc voilà, c'est central de comprendre qu'en appliquant les normes, je protège les clients et on me donne le moyen de me protéger moi-même. Et ce que je trouve central, parce que cette année 2022 va être essentielle pour nos amis IOBSP, nos amis IAS, c'est la préparation de l'adhésion obligatoire à l'association professionnelle. C'est un des sujets dominants qui va surplomber toute cette année 2022. Comment je me prépare à être un membre heureux, épanoui d'une association professionnelle agréée? Voilà, ça c'est vraiment un sujet fort et il faut comprendre, quel que soit le sentiment que les uns et les autres peuvent avoir sur ce point-là, il faut comprendre qu'on va vers davantage de contrôle. On va vers davantage de surveillance, davantage d'examen. Vérification. On peut dire qu'aujourd'hui, on va arriver à 10 années pour l'IOBSP, à 10 années de vie de la réglementation d'IOBSP moderne, 15 janvier 2013. On va y arriver l'année prochaine, au moment de l'adhésion obligatoire aux associations professionnelles, enfin l'adhésion généralisée, puisque la première tranche pour les nouveaux venus, c'est le 1er avril.
on peut dire que ça n'a pas été 10 années de contrôle débridé. On va pouvoir en reparler justement puisqu'on parlera de tout ce qui va être conformité à ce sujet-là. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, à les noter ou vos remarques. Mais c'est vrai que comme tu le dis, Laurent, par rapport à l'ACPR, on a un regard un peu, je ne sais pas si le terme est critique, mais un regard finalement assez factuel par rapport à la quantité de contrôle, la quantité de sanctions depuis 10 ans. Les contrôles, Floriane, on sait qu'ils existent. Hein. Ceux qui nous écoutent en ont peut-être vécu les uns les autres. Il y en a, on sent ces vagues. Ce n'est pas comme les vagues du Covid. On ne va pas faire de comparaison facile entre les contrôles de la CPR et les épidémies. Ce serait pas de bon goût. Puis peut-être que la CPR va nous écouter en plus, donc on pourrait avoir des ennuis. Mais on sent ces vagues de contrôle, on sent les moments où il n'y en a pas, on sent les moments où elles sont présentes. Très clairement, là, on sent que fin d'année, début d'année 2022, il y a des contrôles sur différents sujets. Mais ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On le sait quand on discute les uns les autres. Il n'y a pas d'indicateur de l'activité de contrôle. Il y a le rapport annuel, disons qu'on le saura dans un an. Quelques tendances aussi sur l'année à venir. Parfois, le rapport, on nous explique que telle année, on va s'intéresser en particulier sur la protection de la clientèle. Dans tel sujet. Oui, est-ce qu'on aimerait d'ailleurs en voir la couleur, parce qu'on voit que la CPR ne s'intéresse pas énormément à la protection de la clientèle. Mais en tout cas, ce qu'on voit de façon objective, là pour le coup, ce n'est pas critiquable, c'est les décisions de la commission des sanctions. Vous aurez dans le support qu'on a construit avec Floriane un tableau qui donne juste l'idée du panorama des sanctions de 2021. Il y a 0 sanction pour les intermédiaires d'assurance et il y a 0 sanction pour les intermédiaires bancaires. Dessus. Tu peux le montrer. Exactement. Donc, ça c'est une réalité factuelle. Il y a des contrôles en 10 ans, il n'y a pas eu une sanction à la commission des sanctions pour un intermédiaire bancaire. Donc, on peut avoir le sentiment, un intermédiaire bancaire aujourd'hui, les juges, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, commencent à s'intéresser à l'intermédiation en opération de banque, on commence à avoir un petit flux de décisions. Personnellement, je trouve que ça devient assez… ça pousse. On voit que les clients ont compris que quand il y avait un intermédiaire bancaire, il pouvait y avoir des sujets de responsabilité et que ça, c'est beaucoup plus marqué qu'il y a 10 ans. Il n'y a pas de photo, mais là aussi, on manque de statistiques. On peine à avoir des statistiques exhaustives sur les procès qui sont faits des intermédiaires, par exemple. Par instance, notamment. Voilà, mais on le voit, on commence à avoir des arrêts de cour d'appel, ceux que j'évoquais tout à l'heure, donc on voit quand même qu'il se passe des choses. Bref, on va le dire très tranquillement, pour l'intermédiaire bancaire, pour le courtier en crédit, les 10 années écoulées n'étaient pas 10 années de contrôle débridé. On ne se sentait pas, si on était courtier, totalement opprimé par le contrôle. Ben là, clairement, on va changer de monde. On va changer de monde avec la réforme sur le courtage, avec l'adhésion obligatoire aux associations professionnelles, même si je sais que le terme de contrôle est évidemment est banni du vocabulaire, puisqu'il n'est pas prévu dans la loi pour les associations de contrôler. Le contrôle reste la prérogative de la CPR, mais les associations vont avoir à accompagner et à surveiller. Et puis, on voit bien que, de toute façon, il y a une intensité de contrôle supplémentaire qui est mise dans l'adhésion à l'association professionnelle qu'on ne trouve pas dans l'immatriculation à l'ORIAS. Dans l'immatriculation à l'ORIAS, il y a une forme de contrôle documentaire assez cerné, assez limité. Ce contrôle documentaire va être étendu avec l'adhésion à l'association professionnelle et puis surtout, il va être approfondi. C'est-à-dire que l'association va se poser des questions sur la nature et la pertinence des documents, ne serait-ce que parce qu'elle a ce rôle d'accompagnement. C'est un terme que je trouve pas forcément… c'est pas le coup de génie, mais en tout cas, elle a ce rôle de présence auprès de l'intermédiaire bancaire que n'a pas l'ORIAS et qu'a encore moins la CPR. La CPR n'est évidemment pas là pour aider aucun intermédiaire à faire quoi que ce soit. Mais l'association professionnelle, oui. Donc, il faut bien comprendre que cette année 2022, elle est essentielle pour tous nos amis intermédiaires bancaires parce que c'est une année à laquelle il faut se préparer, pendant laquelle il faut se préparer à un changement important sur tous ces plans-là. L'adhésion à l'association professionnelle agréée doit emporter une curiosité plus forte, une rigueur plus forte en matière de conformité. Je ne reprends pas de façon facile des exemples qui sont bien connus de tout le monde, mais puisque la loi le prévoit,
je trouve que l'exemple de l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation est assez illustratif. Je ne vais pas discuter de ce que c'est qu'un médiateur de la consommation ou de la médiation de la consommation ou de ses vertus, etc. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Il y a un nombre considérable d'intermédiaires, de courtiers qui n'ont pas de médiateur de la consommation. Alors même qu'il y a eu des changements légaux très importants sur ces aspects-là récemment, et notamment l'obligation de passer par une voie alternative de résolution de sanctions comme la médiation pour les litiges inférieurs à 5 000 euros. C'est une obligation. Normalement, on ne peut pas se présenter au tribunal maintenant sans avoir tenté une voie alternative. Et oui, la médiation est pas mal pour ça. Et ben, tout ça, c'est méconnu, ignoré, sans aucune remarque, sans aucune observation, sans aucune sanction. Donc, c'est juste un exemple pour dire qu'on a quand même une préoccupation qui n'est pas très également partagée chez les intermédiaires bancaires, une préoccupation de conformité qui n'est pas très également partagée. Et donc, voilà, il y a cette question qui est centrale, qui est comment on peut faire pour aider les intermédiaires à se poser des bonnes questions sur leur conformité sans leur prendre la tête, sans leur casser la tête non plus. Comment on peut amener des gens qui n'ont pas de goût pour les questions juridiques ou pour ces questions de contrôle à comprendre que la conformité, c'est la sécurité, c'est moins de tracas quand on est devant un juge, devant un tribunal ou contrôlé par la CPR. Voilà, c'est ça l'enjeu, les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, j'ai une question d'Éric et j'en ai aussi une me concernant la conformité. Une question revient souvent. Est-ce que les MIOB, enfin les MIOBSP, donc les mandataires d'intermédiaires, sont tenus d'avoir leur propre service de médiation et de réclamation ou bénéficient-ils des dispositifs de leur mandant courtier? Il faut retenir pour les mandataires d'intermédiaires en opération de banque, les fameux MIOB, c'est que ce sont d'abord des IOBSP. Ce sont des IOBSP et en tant qu'IOBSP, ils sont soumis à toutes les obligations d'un IOBSP. Et donc, par exemple, et je réponds à la question, un MIOB doit délivrer les fameuses informations de présentation. Alors, dans bien sûr, d'entrée en relation. Pour une bonne part, alors idéalement par un document d'entrée en relation, fiche d'entrée en relation, fiche de présentation, mention légale d'un site. Évidemment, une bonne partie des informations qui sont exigées d'eux en tant qu'IOBSP, du MIOB en tant qu'IOBSP, c'est les mêmes informations que celles qui sont exigées du courtier. Par exemple, le MIOB doit indiquer qu'il est supervisé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à telle adresse. Bon, c'est la même adresse et c'est la même autorité que pour le courtier. Le MIOB doit indiquer à quel endroit on peut vérifier son immatriculation. C'est à l'ORIAS, c'est la même adresse, c'est l'ORIAS. Mais en revanche, il a des informations qui sont distinctes. Son numéro ORIAS, son numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires n'est pas celui de son courtier. S'il est en société, son numéro au registre des sociétés n'est pas le même, son adresse postale. Pour ce qui concerne le médiateur, il doit désigner un médiateur. Rien ne l'oblige à désigner le même médiateur que celui du courtier. C'est évidemment beaucoup plus astucieux. Enfin, si on se pose la question de l'intérêt comparé des deux, une fois qu'on a dit que c'était possible, c'est évidemment beaucoup plus astucieux de choisir le même médiateur. Dans la foulée, je dirais la même chose, et peut-être certains seront d'avis différents, ce qui s'entend très, très, très largement. L'association à l'adhésion professionnelle, c'est évidemment très préférable qu'un courtier et ses MIOB se trouvent dans la même association professionnelle. Ça peut apporter beaucoup plus du point de vue de cette fonction d'accompagnement. L'association sera en situation de leur donner des informations bien plus utiles aux uns et aux autres. Donc, il n'y a pas de texte qui dit le médiateur doit être le même. Par contre, le MIOB doit, et ça, il faut bien l'appliquer parce que c'est rarement le cas, délivrer des informations qui sont souvent pour partie les mêmes que celles du courtier et pour partie différentes sur le médiateur. L'option est ouverte et c'est préférable que ce soit le même médiateur parce que c'est plus efficace. Ce que tu nous confirmes, en fait, c'est qu'en tant qu'IOBSP, le MIOB
a ses propres obligations aussi en tant qu'IOBSP, dont C'est celle ça. de recourir à son propre service de médiation avec un médiateur qui peut être le même que son mandant ou un médiateur qui n'est pas le même. Et justement, j'ai une question de Karine qui demande une liste de médiateurs qui peuvent agir à la fois en tant qu'IAS ou en tant qu'IOBSP. Alors là-dessus, il y a une liste de médiateurs, sauf erreur, Laurent, je crois, Moi, qui est Karine, catégorisée. Oui, vas-y, Floriane, Non, termine. mais une liste qui est catégorisée justement en fonction des activités. Et je n'ai pas de nom comme ça. Je pense que Devini fait les deux peut-être. Comment on choisit un médiateur? C'est un peu la question, enfin, c'est la question de Karine. Moi, je crois que le premier bon réflexe, puisqu'on est dans une logique pratique, c'est de s'adresser à l'association professionnelle. Parce qu'on a compris que l'association professionnelle allait proposer un service de médiation, elles le font déjà, hein, mais en tout cas, c'est dans la loi. Ça fait partie des services que l'association professionnelle va rendre aux intermédiaires. Donc, le premier réflexe, c'est d'interroger l'association professionnelle qu'on a envisagée. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, en tant qu'intermédiaire, comment je contrôle ce que l'association professionnelle me propose? C'est ce que tu disais, Floriane. L'association professionnelle doit me proposer un médiateur qui est sur une liste officielle, accessible publiquement. Hein. Vous allez sur le site le nom m'échappe, la Commission nationale de la médiation de la consommation. Il y a un site de la Commission nationale de la médiation de la consommation. C'est l'organisme qui surveille et qui agrée les médiateurs. Et vous avez la liste par rubrique, par activité, etc. Donc, il suffit de vérifier ça. Voilà, moi, après le troisième niveau, donc aller vers l'association professionnelle, vérifier qu'ensuite le médiateur est bien agréé sur la liste. Et en général, il l'est pour l'IOBSP et pour l'IAS, hein, pour répondre à la question de Karine. Et puis, troisièmement, moi, ce que je dis là-dessus, à titre purement personnel et qui n'engage que moi, c'est qu'il faut veiller à choisir un médiateur qui peut avoir une bonne culture et une bonne compréhension de ce que c'est que l'intermédiation, parce que c'est quand même important de comprendre le métier pour lequel on fait cette activité de médiation, d'en comprendre les règles du jeu, les pratiques aussi professionnelles, le sens. Et puis, deuxièmement, et ça, c'est de bon sens, évidemment, et je pense qu'aucune association professionnelle ne fait ça, de choisir un médiateur qui n'est pas par ailleurs un médiateur de banque ou d'entreprise d'assurance. C'est très important de bien veiller à garder les litiges et les difficultés que connaît la médiation loin de ce que font les médiateurs Loin des de banque. fournisseurs. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous rappeler le rôle d'un médiateur? Parce qu'on impose aux IOBSP, aux IAS et d'une manière générale à tout professionnel d'ailleurs de souscrire à un service de médiation. Le rôle d'un médiateur, il n'est pas forcément très bien compris. Ce n'est pas un arbitre, on est d'accord. Enfin, juridiquement, nous, on se dit que ce n'est pas un juge et tout ça. Mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un médiateur? Parce que je pense que pour pouvoir adhérer à une norme, à une obligation, il faut parfois comprendre quel est l'intérêt pour les IOBSP et les IAS d'avoir un médiateur. Bon, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'il y a d'abord une obligation. Je n'ai pas le choix, il me faut un médiateur. Ça pourrait me dispenser de penser. Mais la norme, et c'est l'esprit de notre échange d'aujourd'hui, la norme ne doit pas m'empêcher de penser. En tant qu'intermédiaire bancaire, j'ai ce droit-là. Et donc, ta question est très judicieuse. La première chose, c'est qu'il y a des aspects techniques. C'est quoi la médiation techniquement? Puis il y a des aspects juridiques. C'est quoi la médiation juridiquement? Techniquement, ce que c'est que la médiation, et moi qui ai suivi une formation de médiateur, je suis bien placé pour être incapable d'en parler. La médiation a énormément de mal à se définir. C'est-à-dire que techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une activité de médiation? Ça consiste à faire parler des gens, à essayer de cerner ce que c'est que le litige, comment le litige pourrait être résolu, mais sans proposer de solution, sans imposer de solution. Enfin, la médiation a eu beaucoup de mal historiquement et je trouve, à titre personnel, a toujours beaucoup de mal à se définir positivement. Les médiateurs, la médiation, c'est toujours dire ce qu'elle n'est pas et elle a toujours beaucoup de mal à dire ce qu'elle est. Mais enfin, on comprend que c'est une technique de discussion à trois ou à deux via un intermédiaire. Le médiateur est un intermédiaire pour essayer d'aplanir un litige, de renouer les fils qui ont été détruits par un contentieux. C'est ça le travail en fait du médiateur. Deuxièmement, juridiquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution qui a tous les avantages juridiquement, parce que si j'ai l'obligation de présenter un médiateur, je n'ai pas d'obligation d'accepter forcément la solution qu'il propose.
je suis libre. Si j'ai l'obligation de proposer un médiateur, mais je n'ai pas la possibilité d'interdire au client d'aller voir le juge, par exemple. Modulo l'exemple que je donnais tout à l'heure. Les petits litiges de moins de 5 000 €, je ne peux pas me présenter devant le juge sans avoir vu le médiateur. Donc, ça a quand même des avantages assez efficaces. Pour simplifier la réponse et pour simplifier la conception qu'un intermédiaire peut s'en faire, il faut bien comprendre le contexte. Le contexte, c'est qu'on a une justice qui n'est pas dans un état de santé extraordinaire, qui ne fonctionne pas de façon exemplaire. C'est longue. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'apesantir beaucoup sur le sujet. Le recours à ces techniques alternatives de règlement des litiges, c'est une manière de privatiser les contentieux, de dire on reporte sur des personnes privées la gestion des litiges, avec l'espoir de deux espoirs qui sont ceux qu'on a légitimement quand on se tourne vers un juge, qu'on réponde correctement à la demande et deuxièmement que ça aille vite. On sait aujourd'hui que la justice ne répond pas correctement aux demandes et surtout qu'elle le fait très lentement. Donc, ce qu'on attend d'un médiateur, c'est cette efficacité-là pour traiter des litiges qui sont malgré tout des petits litiges de consommation. Pour un IOBSP, ça va être des litiges classiques, les litiges qu'on retrouve au tribunal, donc les litiges sur le refus de prêt. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour trouver le prêt, c'est de sa faute. Des litiges sur la rémunération de l'intermédiaire. C'est moi, le client, qui ai fait tout le boulot, donc je ne lui dois rien. Voilà, c'est essentiellement ces sujets-là. Et puis le défaut de conseil, qui est un sujet qui commence à apparaître dans l'esprit des clients et dans les tribunaux aussi. Tout le monde a compris que le courtier en crédit, ça c'est quelque chose qu'on doit rappeler, le courtier en crédit a une obligation de conseil que n'ont pas les autres IOB. Justement là-dessus, juste avant de préciser, alors Géraud nous disait en effet que c'était bien la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et tu voulais justement parler du devoir de conseil du courtier IOBSP, puisqu'il faut qu'on regarde, on a quand même un peu de temps, mais voilà. Donc le devoir de conseil, tu disais le défaut de conseil aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que tu vois toi de plus en plus en tant qu'avocat? C'est quelque chose qu'on voit apparaître, hein, encore une fois, parce que les clients et leurs avocats ont compris qu'il y avait une obligation de conseil chez le courtier. Donc, on a quelques petits arrêts de cour d'appel depuis quelques années, mais pas forcément édifiants. Là, ce qu'on voit dans un arrêt assez récent de la fin de l'année 2021, donc ici, on rappelle, hein, sur le transparent que vous avez devant les yeux, on rappelle les deux grands principes de l'obligation de conseil. Recommander et dire pourquoi, motiver les raisons de cette recommandation. Il faut bien comprendre que tant qu'un courtier ne fait pas ces deux actes, recommander, dire pourquoi, et j'ajouterais, parce que c'est le traditionnel du triptyque, garder la preuve de tout ça, tant qu'on n'a pas ces trois actes-là, recommander, motiver la recommandation et garder la preuve, eh ben, on n'a pas délivré de devoir de conseil. Donc ça, cette activité de conseil, eh ben, on commence à voir effectivement qu'elle s'applique, qu'elle commence à s'appliquer et qu'elle peut s'appliquer assez largement. Dans l'exemple qui m'a frappé de l'arrêt de la fin d'année 2021, on a un client qui reproche tout simplement au courtier en crédit de ne pas l'avoir alerté sur les nouvelles dispositions qui allaient arriver en matière de prêt à taux zéro. Et on voit, c'est ça qui est intéressant et que je veux souligner auprès de vous, on voit que le juge ou l'avocat du client, ou les deux, hein, a bien compris qu'il y avait un devoir de conseil. Hein. Il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil, adapté à leur situation personnelle et à leurs attentes. On voit vraiment que là, on est dans une définition qui fait du ski nautique derrière la définition légale. Hein. Elle est très propre. De démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations, etc. Donc ça, c'est la problématique de preuve. Et là, on voit que le juge rattache un sujet quelconque. Ici, le client qui dit « j'aurais dû être informé de ces nouvelles dispositions du prêt à taux zéro parce que c'est exactement ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il m'aurait fallu. Elles étaient là, le courtier ne m'en a pas parlé, la banque non plus, hein, au passage. » Bon, le client aussi. Ce que tu dis, c'est que le devoir de conseil repose bien sur le courtier et pas sur l'établissement bancaire. Alors ça, c'est fondamental.
C'est fondamental parce que ça, il faut vraiment, on ne le répétera jamais assez, je crois, mais vraiment comprendre que le courtier a un devoir de conseil en crédit et son MIOB. Les IOBSP, les autres IOBSP, les mandataires les mandataires d'établissements de crédit n'ont pas de devoir de conseil et les banques n'en ont pas non plus. Ça, il faut le répéter, il faut se le mettre dans la tête. Il faut se le mettre dans la tête en se rappelant que les banques se battent pour ne pas avoir de devoir de conseil en crédit. C'est pas le fruit d'un accident ou d'un hasard. Les banques n'ont pas de devoir de conseil en crédit parce qu'elles se sont battues pour imposer autre chose et pour refuser de délivrer du devoir de conseil en crédit. Alors justement, c'est un autre sujet, mais Pierre-Alexis nous expliquait tout à l'heure que c'est un sujet d'ailleurs qui t'a fortement intéressé. Les normes qui régissent l'activité des IOBSP sont vertueuses. Néanmoins, nos partenaires, entre guillemets, bancaires, le sont un peu moins. Le refus de prise en charge des dossiers hors convention, malgré mandat signé, est un blocage pour nous encore, mais surtout une pratique contraire à l'intérêt des clients qui nous font confiance. Ça reprend un peu ce que tu disais par rapport au lobby bancaire. Ça, c'est la constante la plus scandaleuse et on espère qu'à force de la dénoncer, de la répéter ou de la traiter sous différents angles, je vais donner un exemple récent là-dessus, on espère qu'en dénonçant le fait que les banques ne respectent pas le droit, là, dans l'exemple qui est donné par Pierre-Alexis, on a tout simplement des prêteurs français agréés qui décident d'ajouter des conditions pour exercer le courtage que la loi ne prévoit pas. Ils ajoutent une condition qui est je dois avoir une convention de partenariat avec le courtier. Sinon, le mandat, je ne sais pas ce que c'est. Tout ça, c'est scandaleux. Tout ça, c'est en dehors du droit. Tout ça, c'est en dehors de la loi. Et donc, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on dénonce ces sujets-là. On comprend que les banques commencent à bouger, mais que ce n'est pas encore forcément massif ou unanime. Mais en tout cas, c'est en continuant à les dénoncer. Alors là aussi, beaucoup de représentants d'IOBSP, beaucoup d'associations professionnelles se mobilisent sur ce type de sujet. Donc, c'est aussi en se mobilisant, c'est aussi en ne renonçant pas, même si c'est désagréable, même si c'est long, etc. Bon, l'exemple que je veux prendre là récemment, c'est un article la semaine dernière dans Capital. J'ai été interrogé par un journaliste de Capital qui était intrigué par quelles sanctions pouvait encourir un établissement de crédit en produisant une FIS incomplète. Les sanctions sont assez lourdes puisque ça peut aller jusqu'à la perte de 30% des intérêts du prêt et jusqu'à 30 000 euros. Ce n'est pas rien pour un emprunteur de savoir qu'il peut aller réclamer 30 000 euros à la banque en réduction des intérêts d'un prêt. Deux choses sur la FIS. Je passe sur la FIS qui n'est pas remise. Bon, on va partir du principe que là, pour le coup, les banques ne sont pas forcément vertueuses, mais elles ont des services de conformité. À défaut d'être vertueuses, elles sont attentives et en général, elles remettent la FIS. Mais on sait qu'elles la remettent de façon incomplète. Or, la FIS incomplète est sanctionnée. La FIS incomplète est sanctionnée, notamment si la banque ne mentionne pas l'existence d'un intermédiaire, d'un courtier. Parce qu'il y a une case pour ça. Quand la banque sait qu'il y a un courtier et qu'elle ne place pas le courtier dans la FIS parce qu'elle a décidé de l'occulter, parce qu'elle a décidé que son mandat n'existait pas, parce qu'elle a décidé que tout ce qu'elle veut, c'est une faute. Le courtier est là, le client a un mandat, il peut le prouver, il peut prouver qu'il a eu recours à un courtier, etc. Deuxième exemple que je ne développe pas, la FIS doit elle aussi reprendre un TAEG complet. On est plusieurs à se mobiliser autour d'un sujet que vous connaissez bien, puisque là aussi on en parle depuis plus d'1 an, qui est que les frais de courtage ne font pas partie du taux annuel effectif global lorsque le service de courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt. Lorsque le service de courtage n'est pas imposé par la banque n'a pas à rentrer le calcul des honoraires du courtier dans le TAEG. Quand elle le fait dans une FIS, elle produit une FIS fausse, et ça, c'est un deuxième sujet de sanction. Donc, Pierre-Alexis nous dit que le mouvement n'est pas si répandu que ça, ce que j'entends, mais je reste profondément convaincu que ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Encore une fois, plusieurs se mobilisent autour de ce sujet-là, qu'on appelle à tort la reconnaissance du mandat. Le mandat n'a pas spécialement besoin d'être connu.
Mais la réalité juridique, c'est que la banque n'a pas à imposer des conditions supplémentaires à l'exercice du courtage. Le fait de détenir un contrat de mandat suffit à un courtier pour représenter le client devant la banque et la banque n'a pas à discuter cette situation juridique. Donc, je suis parfaitement conscient très vivement conscient et scandalisé de cette situation. Alors, là aussi, je me répète, mais qui tient aussi à quelque chose de profondément injuste, qui est que les banques ne sont pas contrôlées dans leurs pratiques commerciales. Les banques sont contrôlées sur des tas de choses, mais dans leurs pratiques commerciales, que ce soit en assurance emprunteur, qui est un vrai sujet, les pratiques commerciales des banques en assurance emprunteur, c'est un sujet au moins aussi important que la résiliation, qu'on vient d'obtenir, que la loi vient d'obtenir, mais que les banques ne soient pas contrôlées dans leurs pratiques commerciales crée ce genre de situation. Que les banques ne respectent pas la loi, c'est une chose. Alors qu'elles Mais qu'elles distribuent elles-mêmes aussi des services bancaires. Bien sûr, qu'elles le font directement, mais que les banques ne soient pas contrôlées dans leurs pratiques commerciales, c'est simplement scandaleux. On est dans un Alors, pays où cet aspect-là est scandaleux. Karine nous dit, et juste avant de passer justement toujours sur les banques, mais Karine nous dit, est-ce que tu sais s'il existe des jurisprudences ou une jurisprudence significative concernant le sujet de refus de prise en charge par les banques malgré l'existence d'un mandat? Non. Alors, c'est la deuxième difficulté, c'est que on n'a pas d'affaires portées devant les tribunaux et de sanctions jurisprudentielles connues à ces sujets-là. On n'a pas de contrôle des pratiques commerciales du côté de la CPR, donc une indifférence à ce sujet-là, alors que la CPR est régulièrement informée. Et là encore, les associations professionnelles font le travail pour faire part de cette difficulté-là et de leur incompréhension aussi. Hein. Tout ça est relayé, tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles aussi. Hein. Il n'y avait pas d'association professionnelle aussi structurée il y a quelques années. Enfin bon, voilà. Donc, c'est des choses qui sont maintenant dites, qui ne sont plus tues, qui ne sont plus invisibles. Donc, tout ça est porté, mais il n'y a pas non plus de décision devant les tribunaux. C'est une question difficile parce que quand on est un client, aller faire un procès à une banque parce qu'elle refuse de reconnaître le courtier, ce n'est pas forcément une démarche très, très évidente, quoi. Donc, c'est aussi assez compliqué. Moi, j'avoue, en tout cas, je le vois comme assez compliqué de trouver une occasion d'aller saisir un tribunal pour ce sujet-là. Surtout que le but du client, c'est d'obtenir son prêt. Donc, s'il ne l'obtient pas par son courtier, entre guillemets, et qu'il l'obtient quand même, il ne saisira aucune juridiction. Il n'aura plus vraiment de fondement, d'ailleurs. Et on voit le décalage monstrueux qu'il y a entre les 2 mois que j'ai pour obtenir un prêt, enfin, quel procès je vais faire. Enfin, il faut vraiment avoir, je ne vais pas dire du temps à perdre, mais qui va se lancer dans 2 ans de procès parce qu'il a peiné pendant 2 mois, les gens règlent leurs problèmes. Les courtiers en crédit font en général des acrobaties absolues parce que c'est les seuls professionnels qui sont véritablement au service des clients dans l'affaire. Donc, ils font tout pour aplanir les difficultés, ils font tout pour trouver le prêt quand même. Voilà, ils font des pieds et des mains. Et donc, au final, le client a obtenu le prêt. Il ne va pas forcément se lancer dans des procès de grande ampleur. Donc, c'est une question, il n'y a pas de jurisprudence. Moi, je n'en connais pas en tout cas. Et c'est une question qui reste entière parce que, de fait, je ne sais plus qui a posé la question. Céline, tu m'as dit. Mais, Je ne sais plus, non. Karine. mais Karine, c'est Karine qui a posé la question. Mais de fait, Karine a tout à fait raison dans sa question. On comprend bien qu'il suffirait d'une décision d'une cour d'appel pour être tranquille. Il suffirait de la porter ensuite à chaque banque. Voilà. Mais aujourd'hui, on en est au stade de la répétition, de l'obstination, de la pédagogie quand on peut, auprès des clients aussi. Voilà, c'est une question qui reste malheureusement qui ne peut pas se régler de façon simple et claire. Et Pierre Alexis rajoute qu'en effet, le courtier qui assigne les banques a de grandes chances pour ouvrir une crêperie quelques mois plus tard. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est un peu… Ça, Pierre-Alexis a 100% raison. Alors, s'il y en a un là-dedans qui ne doit pas s'exposer, c'est précisément le courtier. Hein. Bien sûr.
C'est précisément le courtier. Donc, celui qui doit s'exposer, c'est quelqu'un d'autre, c'est un représentant d'IOBSP, c'est quelqu'un d'extérieur comme je peux l'être, c'est votre avocat de tous les jours, c'est qui vous voulez, mais voilà, le courtier, ça n'a Et là, pour le coup, si aucun c'est sens. devant une juridiction, il faut un intérêt à agir. Et pour le coup, un avocat ne va pas pouvoir le faire de cette façon-là. C'est-à-dire que ça va être une association professionnelle, peut-être, qui peut éventuellement le faire. Au Oui, nom mais encore une fois, Floriane, il faut trouver le point de départ, c'est un client qui a envie de la démarche. Et je dirais même, sans détailler, parce que voilà, mais c'est aussi un client qui a envie de la démarche avec un dossier suffisant. Avec un Parce préjudice que, derrière. parce que si on n'a pas de preuves, si on n'a pas les traces, si on n'a rien du tout, c'est toujours compliqué à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de quelque chose que ça fait un bon procès. Hein. Non, non, il faut un préjudice. Alors, Karine nous dit en riant, un courtier à la retraite ou presque, ça peut être possible. Oui, j'y pensais, Karine, en répondant tout à l'heure. Ça fait partie des hypothèses qu'on a évoquées. Mais le courtier à la retraite, d'abord, il n'est pas facile à dégoter. Il faudrait mettre la main dessus. Et puis, j'aurais tendance à penser que comme le client qui s'est débarrassé de ce fardeau, il n'a pas forcément très envie de démarrer sa retraite. Il a plutôt envie de prendre un cours de guitare ou d'aller faire un petit morceau de tour du monde ou de mettre les pieds dans l'eau turquoise plutôt que de démarrer par un procès. Et justement, alors là, je passe un peu du coq à l'âne, mais les courtiers aujourd'hui sont soumis, on l'a dit, à cette réforme sur le courtage à venir, et puis à quelque chose qui est entré en vigueur au 1er janvier, les normes, entre guillemets, du HCSF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette question très intéressant, Floriane, et je suis heureux qu'on puisse échanger aujourd'hui et je remercie ceux qui sont là pour avoir la gentillesse de nous écouter et de prêter attention à ces points. Le sujet est extrêmement simple. Bon, soit on dit les normes du HCSF, ça ne pose pas de difficulté, c'est un truc de plus, c'est quelque part, c'est le problème des banques, c'est des normes d'octroi de crédit, etc. Bon, OK, on peut dire ça ne pose pas de difficulté, c'est qu'une lourdeur administrative française de plus, on ne la comprend pas, mais ça n'entraîne pas à conséquence. On s'est posé la question de savoir si les normes du HCSF pouvaient avoir des conséquences sur l'activité de l'IOBSP et tout à fait dans l'esprit de ta question tout à l'heure, comment l'IOBSP peut y répondre facilement. Pour faire court, on s'aperçoit que les normes du HCSF, telles que vous les avez là rappelées devant les yeux et vous les connaissez bien, viennent faire quoi? Elles servent à quoi? C'est quoi leur fonction? Leur fonction, c'est de prévenir le crédit excessif. Et c'est à peu près les termes qui sont utilisés par la décision du HCSF et par toutes les constructions juridiques qui sont faites pour soutenir l'activité du HCSF. Il est là pour prévenir le crédit excessif ou l'octroi de crédit excessif à des particuliers. Une fois que vous avez dit ça, vous vous dites, c'est très simple, je caricature à peine, je caricature pour l'efficacité du propos. Une fois que vous avez dit ça, ça revient tout simplement à dire qu'un crédit excessif, c'est un taux d'endettement ou d'effort à l'octroi, c'est la nouvelle définition, c'est un taux d'endettement supérieur à 35% et une durée de prêt supérieure à 25 ans. Donc, c'est super basique. Plus de 35% prêt excessif, plus de 25 ans prêt excessif, 25 ans et plus de 25 ans et plus de 35%, il n'y a pas photo, excessif aussi, et en dessous, tout va bien. Or, toutes les obligations précontractuelles de l'IOBSP sont faites, notamment l'obligation de conseil, une autre qui s'appelle l'obligation de mise en garde, sont faites pour protéger le consommateur. Protéger le consommateur, quand on parle d'emprunteur, c'est protéger l'emprunteur contre le crédit excessif. Donc, soit je dis, je continue à délivrer mes obligations précontractuelles de mise en garde, de conseil en crédit quand je suis courtier, en ne m'occupant pas de ce qui est arrivé le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les stupides normes du HCSF. Elles sont stupides pour plein de raisons. Elles ne sont pas très fines. Rien ne prouve que les ménages français soient dans l'excès d'endettement. Tout nous dit l'inverse d'ailleurs. Et en plus, ça a été fait sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune mise à disposition des sources. On est dans un mode de fonctionnement qui est là aussi assez révoltant, puisque le HCSF revendique un mode de fonctionnement et de décision discrétionnaire. C'est le terme exact qui est employé. Alors, quand vous avez
dans un environnement, je ne vais pas dire démocratique, mais en tout cas une économie ouverte, des injections de normes qui sont faites de façon discrétionnaire, c'est quand même pas super brillant. Donc, on a aujourd'hui le HCSF qui vient dans notre dos, sans nous le dire, définir ce que c'est qu'un crédit excessif, et puis on a des IOBSP qui délivrent des obligations précontractuelles qui sont faites pour protéger les emprunteurs contre un crédit excessif. Ben, la conclusion, qui est juste une réflexion, chacun fait ce qu'il veut avec les éléments que je suis en train de donner, c'est de dire l'IOBSP, notamment le courtier, mais pas seulement, a tout intérêt à intégrer les normes du HCSF à la délivrance de ces obligations précontractuelles. Et en particulier dans les cas où le crédit obtenu est supérieur à 35% de taux d'endettement ou supérieur à 25 ans, puisqu'on sait qu'on a cette marge d'exception. Ces 20% existent. Quand bien même on n'est pas au-dessus et qu'on est en dessous, l'IOBSP a tout intérêt à dire « je suis en dessous », donc l'emprunteur est parfaitement protégé, puisqu'il y a un truc super intelligent qui s'appelle le HCSF qui a décidé que c'était ça le critère objectif qui déterminait le prêt excessif. Je suis en dessous, donc je suis super bien. On revient à cette idée de tout à l'heure, notre introduction, que les normes juridiques servent aussi à la protection de l'intermédiaire. Donc, soit j'en parle pas du tout, je fais comme si ça n'existait pas, soit tout simplement je fais quelque chose de très simple, je délivre déjà des obligations précontractuelles, notamment la mise en garde, je délivre le conseil en crédit quand je suis courtier, eh bien, j'utilise, je me sers, j'intègre ces normes du HCSF dans le déroulé de mes obligations. Et en particulier, bon, pour prendre un exemple concret, il y a plusieurs exemples à prendre, mais pour prendre un exemple concret, je lance une alerte au client, je formalise une alerte au client quand j'ai la chance d'obtenir un prêt supérieur à 35% de taux d'endettement et à 25 ans, tout simplement pour éviter que dans 4 ou 5 ans, un client qui ne rembourse pas son prêt vienne me voir en me disant « Vous m'avez accordé un prêt avec 38% de taux d'endettement sur 26 ans. Il y a une norme qui est qu'en dessous de 35 et 25 ans, le crédit est équilibré, au-dessus, il est excessif. Donc, vous avez sciemment proposé un crédit excessif sans me le dire. » Bon, ben, il Tu suffit de le recommandes dire. une mise en garde dans le devoir de conseil formalisée pour se Exactement. prémunir des risques de mise en cause de leur responsabilité civile sur ce fondement. Exactement. Et sans se fatiguer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise en garde existe. L'IOBSP doit délivrer le devoir de mise en garde en crédit immobilier. Le devoir de conseil, on en a parlé tout à l'heure, il existe. Donc, tout ça, ça repose sur des éléments. Qu'est-ce que je mets dans mon conseil? Qu'est-ce que je mets dans ma fiche de conseil? Qu'est-ce que je mets dans ma mise en garde? Eh bien, il suffit d'intégrer les critères du HCSF pour faire très simple. Pas un truc, pas une usine à gaz, pas un truc compliqué, pas un truc auquel il faut réfléchir. Voilà, le seul petit point d'attention, c'est quand je dépasse 35% et 25 ans, j'ai toute raison d'être heureux puisque j'ai obtenu quelque chose d'un peu dérogatoire. Il faut se protéger de ça parce que si le client a des difficultés de remboursement dans quelques années, il n'est pas exclu qu'il revienne en pleurnichant et en disant c'est de la faute de l'intermédiaire. Bien formaliser en effet les exceptions. Toujours bien formaliser les obligations qui sont délivrées, en garder une trace écrite. Tout à fait. Alors, justement, là, on va changer de sujet, mais on va parler d'assurance emprunteur. Le sujet arrive enfin à sa fin, je dirais presque sur le plan législatif. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette proposition de loi, cette loi Lemoine qui nous a occupés pendant de longs mois? Oui, très simplement que on est face à une difficulté. Et c'est une forme, cette proposition de loi sur l'assurance emprunteur est en fait c'est deux mâchoires. On nous dit, pour faire simple, la résiliation infra-annuelle est obtenue. Bon, OK, il faut s'en féliciter, c'est clairement positif puisque ça fluidifie les droits des consommateurs. Cette idée que la résiliation peut être à tout moment. Donc, pour les nouveaux prêts, le 1er juin, pour l'ensemble des prêts en stock, des assurances de prêts en stock, le 1er septembre 2022. Donc, grande victoire. Mais ça, c'est une ouverture potentielle.
c'est théorique. C'est-à-dire que c'est un principe qui est fixé là par la loi, elle n'est pas promulguée encore, mais bon, elle est votée. C'est un principe qui est fixé par la loi dont on verra les effets dans le temps. Et en particulier, les effets dans le temps de la résiliation à tout moment vont clairement dépendre des pratiques commerciales des banques. Moi, j'ai envoyé un courrier à la CPR au mois de novembre en disant qu'il faut que la CPR contrôle les pratiques commerciales des banques en assurance emprunteur, puisqu'elle se met à le faire sur d'autres produits, et notamment sur l'assurance vie. Qu'elle le fasse donc en assurance emprunteur. Mais on comprend que la résiliation à tout moment, qui est un point positif dont il faut se féliciter, est un pari, est quelque chose qui est à voir à l'avenir. La deuxième partie de la mâchoire, c'est la contrepartie de cette résiliation à tout moment qui est arrivée par le Sénat sans que personne ne la voie venir. Et donc, on peut légitimement penser qu'il s'agit là d'un effet de lobbying. Évidemment, ce sera toujours impossible à démontrer. Enfin, tout à coup, le Sénat a eu une espèce d'apparition céleste. Les sénateurs se sont réveillés une nuit en se disant « mais tiens, il faudrait supprimer le questionnaire médical ». Bon, tiens, comme par hasard, il y a quelques mois, une grande banque avait supprimé le questionnaire médical en faisant grand bruit. Ben oui, c'est génial, parce que là, on a le coup suprême, puisque on tend la main à des gens en difficulté. Hein, on fait quelque chose de très positif pour des gens en difficulté. Comment on peut légitimement s'opposer à un progrès pareil? Donc, apparition de la suppression du questionnaire médical. Oui, mais apparition du questionnaire médical qui va être immédiate. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire très clairement qu'il va falloir mutualiser le coût des risques des personnes malades. Autrefois, ces personnes malades étaient exclues du prêt et de l'assurance de prêt, ou disposaient de systèmes ou bénéficiaient de systèmes particuliers. Je pense à la convention AERAS, par exemple. Et bien là, on a, par la suppression du questionnaire médical, le retour de toute cette population d'assurés dans la masse commune des assurés, avec des risques qui vont être mutualisés, et donc la charge va être au coût des emprunteurs, des assurés. Et donc, ce qu'on peut imaginer très légitimement, et c'est à ça qu'aujourd'hui réfléchissent très activement les assureurs d'assurance emprunteur, c'est qu'il va y avoir une augmentation des tarifs. Et donc, sans faire de science-fiction trop exagérée, on peut penser que la loi sur l'assurance emprunteur, c'est résiliation à tout moment pour le futur, on verra, contre tout de suite une augmentation des prix du fait de la mutualisation des risques consécutive à la suppression du questionnaire médical. Donc là, on est en train de parler d'une actualité bouillante dont on ne connaît pas la fin de l'histoire. Hein. On est en train de raconter le point d'étape qui est celui qu'on connaît à l'issue du vote de la loi, qui est tout récent. Encore une fois, elle n'est pas promulguée. Bon, bien sûr, on nous dit qu'il n'y a pas de difficulté, que c'est un progrès extraordinaire pour la société, etc. En tout cas, le résultat concret, c'est celui qu'on est en train de décrire. Donc, les assureurs d'assurance emprunteur vont devoir trouver une réponse à cette situation, de manière à ce que, pour finir, le marché de l'assurance emprunteur s'ouvre. Hein, vous connaissez la situation comme moi aujourd'hui du marché de l'assurance emprunteur. De manière à ce que ce marché s'ouvre. S'ouvre, ça veut dire quoi? Ce n'est pas de donner des parts de marché à des gens dans le besoin. C'est faire droit aux demandes des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur français n'est pas libre de choisir son assurance emprunteur. Il se voit imposer par différentes manières l'assurance emprunteur de groupe, du prêteur, de l'établissement bancaire. 9 assurés sur 10, tout le monde connaît ces chiffres maintenant, 9 assurés sur 10 en France choisissent le produit d'assurance emprunteur 2 fois plus cher. On sait aussi que les banques font pression sur les IOBSP pour éviter les délégations d'assurance emprunteur. Bien sûr. C'est pour ça, par exemple, je ne vais pas remettre une lampée d'huile sur le réchaud, mais c'est pour ça que la question du respect du droit du courtage, de l'interdiction de la banque de discuter la représentation d'un client par un courtier est aussi extrêmement importante. Les banques font pression sur les intermédiaires parce qu'elles ont cette possibilité de dire aux intermédiaires « je vais refuser d'étudier tes demandes de crédit ».
je vais refuser la convention ou dénoncer la convention de partenariat. Bah oui, mais elle n'est pas Nadège, obligatoire. justement, c'est ce que Nadège nous souligne en fait. Il y a une forme d'obligation qui est imposée aux IOBSP en expliquant, voilà, on regarde le nombre de clients passés en délégation N-1 et en fonction, vous gardez votre convention bancaire qui est vraiment très précieuse ou elle saute, entre guillemets. D'où l'intérêt, encore une fois, c'est le courrier que j'ai envoyé à la CPR au mois de novembre, d'où l'intérêt, c'est fondamental, il n'y aura pas de progrès en assurance emprunteur tant qu'on n'obtiendra pas que la CPR contrôle les pratiques commerciales des banques. Si personne ne réclame de la CPR le contrôle des pratiques commerciales des banques en assurance emprunteur, qu'est-ce qu'elles font avec les clients? Qu'est-ce qu'elles font avec les courtiers? On peut ajouter aussi la surveillance des portefeuilles. Les banques surveillent leurs portefeuilles pour s'assurer que les courtiers ne vont pas refaire des propositions. Et là, ça va être évidemment le cas avec la résiliation à tout moment. On peut être à peu près sûr que chaque courtier, ça tout le monde le sait, voilà, il n'y a pas de secret d'État non plus, aura son petit tableur Excel dans la banque avec un suivi exact des résiliations qui seront faites sur le portefeuille, entre guillemets, dont il est à l'origine. Donc, voilà. En plus, tu le disais tout à l'heure, le fait qu'il ne va plus y avoir de questionnaire médical dans des montants quand même déterminés, et puis la fin du droit à l'oubli, ou plutôt le droit à l'oubli qui est réduit, va entraîner une augmentation de la prime. Donc, je pense que même l'intérêt de résilier son contrat risque, pour certaines personnes, de baisser au niveau tarifaire. Bien sûr. Donc, de trouver un intérêt qui va être réduit. Bien sûr. Bien sûr. Donc, la partie n'est pas terminée. C'est surtout ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on sort d'une phase où le résultat est celui qu'on vient d'exposer. La balle est dans le camp des courtiers, grossistes, spécialistes en assurance emprunteur, évidemment des assureurs spécialistes en assurance emprunteur. Alors là aussi, moi, je ne veux pas mettre de l'optimisme à tout crin de façon forcenée, là où il n'y en a pas forcément, hein, ce n'est pas l'objectif, mais très objectivement, en assurance emprunteur, ça fait 50 ans que les banques se régalent. Mais depuis 4 ou 5 ans, et que les marges sont très importantes, depuis 4 ou 5 ans, il y a des professionnels qui sont là, il y a des gens qui se battent, qui sont très nombreux, qui ne se battaient pas avant. Les associations professionnelles de courtiers sont aussi très sensibles à ces sujets-là et le mettent sur la table de façon régulière auprès des pouvoirs publics. C'est des sujets, je ne dis pas que le résultat est satisfaisant, je dis juste qu'aujourd'hui, les difficultés, les anomalies sont beaucoup mieux identifiées que par le passé et beaucoup de gens se battent pour que ça change, ce qui n'existait pas avant. Moi, j'ai trouvé assez admirable, pour le dire, je n'ai pas forcément le compliment facile, j'ai trouvé admirable la mobilisation des professionnels, courtiers grossistes, entreprises d'assurance, avec un côté collectif d'ailleurs, mais qui se crée souvent d'ailleurs dans les stress, dans les difficultés, dans l'adversité, tu as raison. Voilà, cette espèce d'agressivité croissante des prêteurs sur ce sujet-là depuis des années a créé un collectif de professionnels qui aujourd'hui est très mobilisé, encore une fois pour défendre quelque chose qui est la liberté de choix de l'emprunteur en assurance emprunteur. Bien sûr que ça fait l'affaire des courtiers, bien sûr que ça fait l'affaire des entreprises qui vendent ces produits, tout ça, il n'y a pas de doute. Mais le fond de la question, c'est ça. C'est est-ce qu'il est normal que 9 emprunteurs sur 10 soient kidnappés, rackettés par un établissement prêteur et se voient imposer de force des produits en 2022? C'est scandaleusement, la réponse est évidemment non. Alors Laurent, on arrive sur la fin. J'aimerais juste conclure justement sur la conformité. On en a beaucoup parlé. Je pense que ce qu'on aimerait dire finalement, c'est qu'il est important d'ores et déjà, pour prendre en compte toutes les réformes et puis même les choses qui sont déjà ancrées depuis un certain temps dans l'univers des IOBSP, d'évaluer sa conformité, d'être en conformité. Est-ce que tu peux juste nous dire, puisque je sais que tu fais de la conformité aussi, de même que Peritus d'ailleurs, si tu as des demandes peut-être qui sont de plus en plus croissantes, est-ce que tu vois une forme d'anxiété chez certains IOBSP ou pas? Qu'est-ce que tu ressens de ton côté? L'anxiété
qu'on peut ressentir, c'est celle d'un intermédiaire qui vient parce qu'il est contrôlé par la CPR ou parce qu'il a reçu une lettre de la DGCCRF, en général parce que le client s'est plaint, ou une assignation au tribunal. Et malheureusement, cette anxiété-là, elle est très difficile à apaiser objectivement quand l'intermédiaire n'a pas fait les démarches de conformité. On peut pas, la machine à remonter le temps n'existe pas. Donc, ce que tu conseilles, c'est l'information du jour. tout ça. On est d'accord. Notre propos d'aujourd'hui, notre échange d'aujourd'hui gravite autour, et c'était notre introduction tout à l'heure, autour de l'importance de prendre conscience de la conformité et l'interrogation que j'ai, moi, de façon permanente, qui est, pour dire les choses simplement, pourquoi les IOBSP prennent si peu conscience des questions de conformité, alors même que ce n'est pas forcément aussi insupportable qu'on peut l'imaginer, que ça apporte les éléments de sécurité juridique qu'on a évoqués ici, et que ça peut se résoudre de façon pratique sans de choses démentielles. Ça ne change pas l'existence, ça ne bouleverse pas l'existence, ou en tout cas, si ça la bouleverse, c'est positivement, mais ça ne change pas la vie de façon affreuse de se préoccuper de conformité. On ne change pas de monde. D'autant plus que pour information pour tous, le juriste a conscience aussi que vous devez avoir une activité professionnelle et des clients et qu'il n'est pas là pour nuire à votre activité. Tu nous le confirmes. Donc, Peritus et Endroit Avocat sont concurrents en matière de conformité, mais complices pour essayer de convaincre le plus grand nombre que la conformité, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de digeste, c'est quelque chose qui peut s'aborder de 1000 manières différentes et c'est quelque chose qui ne peut pas faire de mal. Ne peut pas faire de mal. Je crois aussi, Laurent, et j'ai une question de Gladys, et après on devra arrêter pour des questions de temps. Je crois en fait que c'est souvent un problème de méconnaissance du droit, à mon avis, que de mauvaise volonté. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ce n'est pas toujours simple de savoir ce qu'on doit appliquer, comment appliquer, etc. Et même quand on a, en l'espèce, comme la loi du 8 avril 2021 sur la réforme du courtage, plus le décret d'application, c'est dur à lire. Hein. Franchement, ce n'est pas toujours simple à lire. Et justement, Gladys nous demande si tu peux nous confirmer l'obligation d'adhésion à une association professionnelle pour les myopes. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de… Voilà. Elle est pour les myopes de courtier. Pour les myopes de courtier, les mandataires d'intermédiaire. Voilà. Cette obligation d'adhésion est identique pour le courtier COB, courtier COA, et aussi mandataire myope d'intermédiaire pour les voilà, et les MIA. Ce que je veux dire simplement, donc, pour conclure, outre le plaisir que j'ai eu d'échanger avec toi et avec nos amis à distance aujourd'hui, c'est simplement que la conformité, c'est basiquement, on la voit comme adéquation, inadéquation. Je suis conforme, je ne suis pas conforme. Mon message, c'est qu'on peut se mettre en conformité, c'est l'adéquation, mais qu'en plus, on peut introduire, en faisant cette démarche, des éléments qui viennent protéger le courtier. La conformité, c'est protéger le consommateur. Il n'y a rien dans la loi qui vient protéger le courtier. Quand on fait un travail de conformité, c'est-à-dire de protection du consommateur, on peut en profiter aussi pour protéger le courtier. Par exemple, protéger sa rémunération. Tout à fait. C'est sa responsabilité civile aussi, puisque la charge de la preuve appartient au courtier. Bien sûr. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dans tous les cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Laurent. Je te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci, je remercie aussi à tous de nous avoir écoutés, à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. On vous enverra le support par mail, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout t'expliquer. J'espère quand même qu'on a répondu à vos interrogations. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne soirée. À toi aussi, Laurent, et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir.